tous, ravis de vous retrouver pour cette édition. Tout de suite les titres. À la une, ce soir, Khalifa Sall a donc rompu tout suspense et annoncé sa candidature à la présidentielle. Emprisonné depuis 16 mois, le député maire de Dakar joue maintenant une course contre la montre avec la justice. Si sa candidature passe, il sera l'un des poids lourds de l'élection de 2019. Décryptage dans cette édition. Le permis sénégalais sera sécurisé et numérisé. Une annonce du ministre des Transports et des Infrastructures routières lors de l'inauguration de nouveaux locaux qui abritent la direction des transports routiers. Coût total des locaux, 700 millions. Et si elle déplaît à la plupart des commerçants, l'enseigne Auchan a actuellement le vent en poupe du côté de l'Union nationale des consommateurs du Sénégal. L'Union souhaite une collaboration entre Auchan et le secteur informel. Elle compte par ailleurs lancer le collectif Auchan Reste. Comme chaque vendredi, nous faisons découvrir un métier. Aujourd'hui, nous vous amenons à la rencontre des moniteurs d'école. Quelle formation faut-il suivre pour exercer ce métier? Quelles sont les compétences requises? Réponse à la fin de ce journal. Voici pour les titres, soyez les bienvenus. C'est donc officiel, depuis hier, Khalifa Sall a annoncé sa candidature à la présidentielle, une annonce qui s'inscrirait plus largement dans la stratégie de défense du candidat qui dénonce un procès purement politique. Mais si sa peine est définitivement confirmée, autrement dit en cassation, il ne pourra pas déposer sa candidature. En attendant, il s'affiche comme l'un des véritables rivaux de poids face à l'actuel chef d'État. Reportage Erwan Le Bihan. Nouveau coup d'éclat dans la course à la magistrature suprême. Pressentie depuis plusieurs mois, la candidature de Khalifa Sall vient d'être officialisée malgré son incarcération. Selon cet expert de la communication, c'est en droite lignée de sa stratégie politico-judiciaire. Khalifa Sall était candidat aux élections législatives passées. D'accord ? Et que, naturellement, s'il veut apporter une réponse politique à sa situation politique et judiciaire, il est tout à fait fondé, et même légitimement pour une question de communication politique, d'être candidat à la présidentielle. À entendre cet observateur, cette candidature n'est pas vide de sens. Son ambition d'être président a certainement été à l'origine de son incarcération. Et il n'en démord pas. Ça montre un peu sa fidélité à ses objectifs. Le Parti socialiste, sans candidature propre, se retrouve dans une situation aussi dramatique qu'inédite et qui soulève la crise que traverse le parti. Si la candidature de Khalifa Sall est validée, les khalifistes vont le suivre, une bonne frange rebelle du Parti socialiste va le suivre, mais aussi ceux qui étaient à la limite terrés au sein du Parti socialiste et qui avaient eu leur ambition présidentielle, vont devoir le suivre. Et le Parti socialiste ne sera pas scindé en deux. À mon avis, ce sera les 3/4 qui vont aller avec Khalifa Sall. Et ça montre qu'en réalité, le Parti socialiste n'a pas encore réglé la crise qu'elle était en train de vivre depuis Abdou Diouf, avec la démission de Djiboka, Moustapha Niasse qui a claqué les portes à un certain moment, et puis l'ancien ministre Abdourahmane Agne. À seulement 7 mois des échéances électorales, la candidature du député maire de Dakar est un signal fort envoyé à ses camarades comme à ses adversaires. Pour faire l'étiquette de toute une partie de l'opposition. C'est pour ça que je dis, sa candidature aussi, c'est une forme de communication par les actes. Les autres candidats vont faire en plus de sa coalition, sa communication. Si on retient l'hypothèse qu'il n'est pas seul dans ce combat, d'autres qui sont sur le terrain sont en train de faire un travail assez intéressant. Si on le libère, je pense qu'il peut partir et avoir toutes les chances au regard de ses espérances. Paralysé par un feuilleton judiciaire interminable, Khalifa Sall a paradoxalement bénéficié d'une publicité sans précédent. Toujours sous les verrous, parviendra-t-il à mobiliser et rallier les opposants autour de son ambition présidentielle ? Voilà, et hier, le ministre de la Justice était en visite à Saint-Louis. Ismaïla Madior Fall a demandé de la patience aux étudiants qui réclament toujours que lumière soit faite sur la mort de l'étudiant Fall Houssen. Et face à la presse, il en a également profité pour s'exprimer sur l'affaire Khalifa Sall, Gambi Diagne.
Selon le ministre de la Justice, le président de la République est resté très ferme suite au cas de décès ou de blessures enregistrés dans les commissariats de police au Sénégal. Il demande que les enquêtes aillent jusqu'au bout pour qu'on puisse préserver la vie des Sénégalais. Oui, même un, c'est beaucoup. Mais vous avez raison. Il est arrivé des cas qui ont été signalés où des citoyens qui sont dans les locaux de la police se sont retrouvés blessés ou décédés. Mais dans toutes ces situations, le président de la République a été très ferme. Il a dit qu'il faut diligenter les enquêtes qu'il faut et prendre les mesures qu'il faut pour protéger les citoyens. Interpellé sur l'enquête sur la mort de l'étudiant Fallou Sène, le ministre de la Justice précise que l'enquête est en cours. Et dès que l'affaire est survenue, il y a eu immédiatement un déclenchement des procédures judiciaires. C'était d'ailleurs ici à Saint-Louis. Le procureur de la République de Saint-Louis a fait ce qu'il avait à faire au niveau de Saint-Louis, mais comme vous le savez, comme c'est une affaire qui implique des militaires, la juridiction compétente est à Dakar. Donc le dossier a été transféré à Dakar et aujourd'hui, toutes les diligences sont prises pour que l'affaire ait le traitement judiciaire qu'il doit avoir. Maintenant, on comprend parfois la préoccupation des étudiants. Ils voudraient que ça aille plus vite. Mais il faudrait juste rappeler que le temps de la justice n'est pas souvent aussi le temps des choses ordinaires. Voilà, les affaires de la justice, ça prend du temps, mais l'affaire est en cours et fait l'objet du traitement approprié. Et là aussi, nous allons avancer comme il faut. Le ministre de la Justice est revenu sur l'affaire Khalifa Sall qui défraie en ce moment la chronique. Il promet que les normes et standards seront respectés pour un procès équitable. Bon, je pense que ceux qui ont en charge ce dossier veilleront à ce que les normes et standards d'un procès équitable soient respectés. C'est l'essentiel. Le ministre de la Justice a fait ses sorties suite au lancement de la dématérialisation de l'obtention du registre de commerce à Saint-Louis. 700 millions de francs CFA, c'est le coût global des nouveaux locaux qui abritent désormais la direction des transports routiers. Tout a été financé par l'État et le ministre des Transports et des Infrastructures routières qui a présidé la cérémonie d'inauguration en a profité pour annoncer le lancement au Sénégal du permis sécurisé et numérisé. Le point tout de suite avec Coden Ndiaye. 37 bureaux, une salle de réunion, 2 salles de formation, 3 guichets et une salle d'attente composent ce bâtiment. L'ouvrage abrite désormais la direction des transports routiers. Le ministre en charge des transports terrestres invite les occupants à faire un meilleur usage de ce bijou au bénéfice des usagers. L'ouvrage est d'une grande qualité, il se posera nécessairement la question de l'entretien. Ça aussi on y veillera et je crois qu'en tout cas nous travaillerons à avoir des bâtiments qui continueront de répondre aux normes quand même qui sont exigées à partir de maintenant pour nos administrations. Le reste c'est comme je l'ai dit, donc c'est un lieu de travail exceptionnel qu'il faudra sauvegarder aussi. Il ne faut pas qu'on transfère en fait les imperfections ou en tout cas les difficultés que nous avons connues par le passé au niveau de Colobane. Et là je demandais donc aux occupants des lieux de veiller à ce que cela ne se reproduise pas ici. Le ministre a aussi saisi cette cérémonie d'inauguration pour expliquer le bien fondé de la mise sur pied du permis numérisé dont le lancement est prévu ce vendredi en présence du chef de l'État. Le permis numérisé n'a rien à voir avec le permis à points. C'est un début, il faudra que tout le monde dispose de son permis numérisé d'abord, donc particulièrement sécurisé, pour qu'on se retrouve autour d'une table avec les concernés par, la circulation de façon générale, les forces de défense et de sécurité. L'avantage d'abord, c'est qu'on aura un permis sécurisé, donc qui ne sera pas susceptible de falsification. Deuxièmement, il va être biométrique, ça c'est clair. Troisième élément, mais surtout qu'il répondra à des standards internationaux, ce qui fera qu'on pourra l'utiliser dans d'autres pays, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc je crois que l'avantage il est là. Compter bien évidemment donc la célérité dans la production de ce document-là. L'érection de ce bâtiment entre dans le cadre du projet de modernisation des transports routiers au Sénégal sur initiative du gouvernement du Sénégal.
Le scandale Auchan continue de faire parler. L'Union nationale des consommateurs du Sénégal affiche son désaccord avec la plupart des syndicats. Pour l'organisation, l'entreprise française ne menace en aucun cas l'économie du pays. L'UNCS a par ailleurs plaidé pour une collaboration entre Auchan et le secteur informel. Alors pour plus de détails, écoutons sans plus tarder Victor Aimé Préra, le porte-parole de l'Union nationale des consommateurs du Sénégal, au micro d'Eladji Moussabey. C'est pour le maintien d'Auchan, avec des mesures qui feront que l'État n'y perde pas grand-chose, n'y perde pas du tout, que les intérêts de l'État et les intérêts des consommateurs soient sauvegardés. Mais que Auchan reste. Auchan dégage, c'est un slogan qui ne peut pas prospérer. C'est négatif et c'est pas bien. À notre avis, l'État pourrait peut-être, par exemple, s'asseoir autour d'une table de discussion avec le dirigeant de Auchan, voir comment prendre parmi ces petits commerçants, ces ménagères qui vendent au détail dans les marchés, à qui on pense avoir enlevé le pain de la bouche, les recycler, les former et puis les introduire dans le circuit de Auchan, en tant que vendeuse, en tant qu'employée, pour essayer de régler au moins. Ça doit nous pousser, nous, à nous améliorer. Et là, les collectivités locales sont interpellées aussi. Allez voir l'état de salubrité dans nos marchés. On doit protéger le choix du consommateur, la variété de choix, et non les guider uniquement sur le marché. S'il y a une surface comme Auchan qui vend la même chose, avec des conditions de salubrité meilleures, et au même prix, mais il n'y a pas faute. Pourquoi vouloir coûte que coûte les bouteilles hors d'ici? On ne va pas être l'otage d'un groupuscule, une association comme l'UNACOA qui protège ses intérêts à la veille de la Tabaski pour peut-être acheter même à Auchan en gros et pouvoir faire des rétentions et augmenter les prix. Voilà, et si la plupart des commerçants sont contre Auchan, sachez qu'à Rufisque, les commerçants du marché central s'érigent contre le projet Carré d'Or à hauteur de 28 milliards de francs CFA. Ce projet de construction de tours au niveau du marché risque bien de causer de nombreux décarbissements de commerçants. Une assemblée générale a d'ailleurs été tenue à ce sujet avec le syndicat UNACOA Japo. Tierno Samb, le porte-parole du jour, est au micro de Mamanta Diamé. Le projet Carré d'Or, les discussions n'avancent pas. Comme je le dis souvent dans les télés et dans les radios, il n'y a aucune discussion qui nous mène à un consensus total pour finaliser le projet Carré d'Or. Donc le projet Carré d'Or, il est encore au niveau du marché central. Et on ne cesse pas de le dire. Le projet Carré d'Or ne arrange pas les commerçants parce que c'est un projet nébuleux. Parce que je donne l'exemple de nos amis du garage de Dakar. Ils ont été déguerpis de leur lieu. À leur place, ils ont construit un centre commercial qui ils vendent les cantines à 12 millions. Dans ce cas, c'est ça qui nous fait peur et nous ne serons jamais d'accord de ce projet tant que les discussions ne sont pas claires. Tout ce qu'on peut dire sur Auchan, c'est qu'Auchan est en train de ruiner l'économie sénégalaise. Il a été vraiment installé en Maroc et les commerçants ont refusé catégoriquement. Un peu partout dans les pays arabes aussi, il a été installé et c'est le même cas. Et aujourd'hui, c'est la part du Sénégal. Et les commerçants ont usé force et âme pour dégager Auchan du Sénégal parce que ça ne nous arrange pas. On dit que Auchan crée des emplois, mais c'est tout à fait le contraire. Ça ruine l'économie sénégalaise et nous serons en pied ferme pour combattre ça jusqu'à la mort. L'intersyndicale Synpics CNTS de la chaîne de télévision RTS a tiré la sonnette d'alarme hier face à la presse. Absence répétée du directeur général, non-reversement des cotisations des agents à l'IPM, salaire tardif, manque de liberté d'expression. Mariam Biramba Diop les a rencontrés. La RTS dans une mauvaise passe. L'intersyndicale dénonce les absences répétées du directeur général Racine Talla, ce qui cause un énorme préjudice à l'entreprise. Le DG, il n'est jamais là. Ils font du simulacre. Tantôt vous voyez son véhicule croyant qu'il est là, il n'est pas là. Il doit être présent parce que les décisions, il n'y a que lui qui les prend. Il n'a qu'à être présent. S'il ne peut pas le faire, il n'a qu'à le dire, on le remplace. L'intersyndicale déplore par ailleurs le non-reversement des cotisations des agents à l'IPM et les 3 mois d'arriérés de salaire des contractuels et prestataires. Il ne peut pas se permettre de prélever 5 mois
de cotisation IPM et ne pas les reverser. Il ne peut pas se permettre de prélever des sessions sur salaire et ne pas les reverser. Il y a de braves travailleurs prestataires qui sont là, qui restent 3 ou 4 mois sans être payés. Nous lui lançons un appel, il faut que cela cesse. Ces agents déplorent aussi vigoureusement le parti pris dans le traitement de l'information par le journal télévisé et l'absence de débat contradictoire. Quand vous prenez un directeur général qui est journaliste de profession, maire d'une commune d'arrondissement, membre d'un parti politique, mais vous ne pouvez pas avoir l'impartialité, je suis désolé. À la radio, c'est un combat qui est gagné. Mais il reste la télé. Il n'a qu'à laisser ces braves journalistes faire le travail comme il faut. Parce qu'en réunion de rédaction, ils proposent des sujets. Pourquoi on ne les adopte pas? Je donne l'exemple de l'histoire de l'eau, mais tout le Sénégal manque d'eau. Pourquoi la RTS ne peut pas le traiter de la manière la plus scientifique? La matérialisation des parcelles réaffectées aux travailleurs de la RTS sur les sites de Diamniadio, un souhait pour ces travailleurs de la RTS qui exigent de la direction générale la correction de ces imperfections, sinon ils comptent poursuivre le combat. Voilà, et sachez qu'après les accusations de l'intersyndicale des travailleurs de la RTS, eh bien la direction générale n'a pas tardé à réagir. Alors écoutons sans plus tarder Alioune Thiam, le directeur général des ressources humaines à la RTS. En ce qui concerne l'IPM, il a été également question de l'IPM, de la situation et de la situation des prestataires de services qui sont à la RTS. Donc nous voulons relever à ce sujet que en réalité, c'est des problèmes de trésorerie liés au paiement concomitant des salaires, des primes annuelles d'intéressement et des primes de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de 150 millions, mais il s'agit de moins de 80 millions. Je suis en train... Moi, je vous donne les chiffres réels. Un versement d'un montant de 63 millions 178 689 a été effectué à la date, ce lundi même 23 juillet. Donc pour les ordres de mission, nous disions qu'un paiement mensuel sera instauré à partir de maintenant en fonction des disponibilités de la trésorerie jusqu'à épuisement du stock dont il a été fait mention tantôt. Quant à la désignation maintenant des personnes devant effectuer ces missions, vous devez considérer avec nous que cela relève strictement des actes de gestion quand même de l'autorité. L'annonce est tombée hier. Dans peu de temps, le don d'organes et la transplantation seront enfin possibles au Sénégal. La population accueille ce progrès médical à bras ouverts. Reportage Chantal Badji. 2 ans après la signature de la loi portant sur la transplantation d'organes au Sénégal, aujourd'hui, le décret d'application se dessine à l'horizon. Ces Sénégalais magnifient ce grand pas en avant de la médecine sénégalaise. Ils disent avoir confiance aux médecins du pays. La transplantation est quelque chose d'important pour ce pays. Vu ici les efforts que la faculté des sciences de la médecine fait ici, je pense très bien qu'on a bel et bien confiance à nos médecins. C'est une grande évolution au niveau de la médecine. Ce progrès facilitera à toute la population l'accès aux soins, surtout pour ceux qui n'ont pas les moyens. Je vois que pour l'ensemble du Sénégal, c'est une bonne chose, surtout pour ceux qui sont des familles démunies. Tout le monde sait que les hôpitaux étrangers sont plus chers, les hôpitaux ici au Sénégal, et aussi le transport et tout. Si certains font entièrement confiance à la médecine sénégalaise, d'autres pensent que ce serait plus prudent que nos médecins soient davantage formés. Toujours est-il que cette loi constitue un avancement pour le secteur de la santé. La gendarmerie nationale a rendu un dernier hommage au général Meïssa Niang qui part à la retraite. De nombreuses réalisations sont à son actif. La cérémonie d'adieu aux armes du général a été présidée par le ministre des Forces armées à la caserne Samba Diri Diallo de Koloban, Dayaram Touré. Des honneurs rendus à un militaire au parcours émérite. Le général de corps d'armée Meïssa Niang quitte le commandement de la gendarmerie nationale après 20 mois de fonction. Occasion pour cette haute institution du pays de lui rendre hommage. Une dernière revue des troupes, la signature du livre d'or
et un dernier message empreint d'émotion adressé à sa famille, ses collaborateurs et proches. Le général Niang part avec le sentiment du devoir accompli, mais a tenu à remercier le chef de l'État pour la confiance qu'il a placée en sa personne. L'heure est venue pour moi de quitter le service actif de la gendarmerie avec tranquillité d'esprit et dignité, mais non sans émotion. Toutefois, je suis rassuré et confiant de remettre cette illustre institution entre les mains de mon successeur avec la conviction d'avoir placé la gendarmerie au cœur de la performance et de l'efficacité escomptée des forces de sécurité de défense de notre pays. En arrivant à la tête du commandement, le général Niang avait exposé sa volonté de bâtir un outil sécuritaire qui répond de manière efficace et efficiente aux défis sécuritaires actuels. Pour le ministre des Forces armées, ce dernier a réussi le pari. Je tenais à saluer au nom de Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, ce chef militaire exemplaire, exigeant et courageux. Toutes mes félicitations au général Niang, ce collaborateur précieux dont l'engagement et le courage jamais démentis ont permis à la gendarmerie d'apporter une réponse de qualité et attend aux attentes de nos concitoyens en matière de sécurité et de faire des réalisations d'infrastructures et de matériel appropriés grâce au plan stratégique 2017-2019. Un plan stratégique conçu par le général Niang et validé par le président de la République a permis à la gendarmerie de renforcer ses moyens d'action et le volet social. L'immobilier aussi a été une de mes préoccupations majeures. C'est pourquoi les infrastructures ont connu, durant mon commandement, une amélioration significative avec de nouvelles créations et réhabilitations. À ce jour, sur 77 chantiers prévus, seuls 12 sont en attente de démarrage. Le général de division Chersen succède au général de corps d'armée Meïssa Niang au commandement de la gendarmerie nationale. Le dernier cité rejoint la deuxième section des cadres des officiers généraux. Mon général, la République vous remercie et vous offre un exemple aux plus jeunes. Adieu, mon général. Voilà, et comme chaque vendredi, nous vous présentons un métier. Alors aujourd'hui, partons à la rencontre des moniteurs d'auto-école. Alors quelles sont les conditions pour exercer ce métier au Sénégal? Quelles sont les qualités indispensables à avoir? Élément de réponse tout de suite avec Adjaran Ndiaye. Comme de vrais maîtres d'école, ils forment tout type de personnes pour conduire une voiture. Alliant théorie et pratique, ils font du respect du code et de la sécurité routière un point d'honneur. Le but visé est de faire de sorte qu'ils soient inscrits dans l'esprit des apprenants. Les élèves viennent en salle pour une durée de 3 semaines à 1 mois et demi où on leur apprend l'intégralité du code de la route, de la sécurité routière, des bons gestes, les gestes de premier secours. Ça, c'est à la base de la formation qu'on le fait. Après cette formation, ils subissent des tests en auto-école. Ils font des tests. Une fois qu'ils auront fini la totalité de la formation, on leur fait un dossier et ils seront présentés à l'examen du code de la route. Un examen qui est organisé par l'État du Sénégal. Maintenant, s'ils réussissent à cet examen-là, ils reviennent vers nous pour qu'on leur fasse un programme pour les épreuves pratiques, c'est-à-dire la conduite de véhicules automobiles. La vérification et la connaissance de son véhicule est d'une importance capitale pour le conducteur. Il faudra lui présenter le moteur d'abord, ouvrir le capot, l'expliquer comment ça fonctionne, la batterie, la bocale du liquide frein, etc. Il faudra vérifier aussi l'alentour de la voiture et tout. Et après, nous montrer comment ouvrir la porte, comment rentrer dans la voiture, mettre la ceinture de sécurité. Et maintenant, tu commences à nous expliquer comment ça fonctionne. Les pédales, le levier de vitesse, le volant, les commodos, tableau de bord, etc. D'accord. Apprendre à conduire une voiture n'est pas chose facile, raison pour laquelle ces moniteurs sont très patients. Les personnes qui viennent en auto-école ne sont pas des enfants de 6 ans, comme c'est ce qui débute à l'école.
Non, c'est des personnes aguerries. L'âge minimum pour avoir le permis, c'est 18 ans. Donc c'est une personne qui est déjà forgée. Donc pour apprendre à une personne qui est forgée, comme disent les Wolof, jàngal xale dafa mel ni bind ci ciment, jàngal mag dafa mel ni bind ci ndox, boo teggee sa loxo li nga doon bind dem. Donc pour former une personne d'âge mûr, il faut être patient. Vous lui expliquez une chose aujourd'hui, il le fait aujourd'hui, demain il vient, c'est comme si vous ne lui avez rien dit. Vous devez reprendre toute l'explication, vous devez être patient et ne pas vous mettre à sa place. Parce que si vous croyez que celui-là, il est comme moi, il doit maîtriser les choses comme je le maîtrise, vous n'allez pas vous en sortir. Donc pour être moniteur à la base, il faut être patient, avoir une bonne maîtrise du français, maîtriser le code de la route, mais aussi connaître la sécurité routière. Même si ces professionnels prennent toutes les dispositions pour éviter certains risques, ils demeurent toujours présents. Des fois, tu as un élève à côté, tu l'expliques, tu lui dis que ça c'est l'embrayage, ça c'est le frein, ça c'est l'accélérateur, et ils commencent à confondre les choses. En cours de route, s'ils veulent accélérer par exemple, ou bien freiner, ils confondent l'accélérateur et le frein, tant pour moi, et la voiture file. Et en ce moment, c'est à toi de réagir à sa place. Parce que là où tu es, il y a l'embrayage, le frein et l'accélérateur aussi. Et maintenant, il faudra réagir à sa place pour amortir le choc par exemple. Selon Mustapha, les moniteurs d'auto-école rencontrent d'énormes difficultés pour exercer normalement leur métier. Le module de formation que nous dispensons, c'est un module qui a été mis sur place, qui a été voté à l'Assemblée nationale depuis longtemps. Donc on est obligé de le suivre. Alors que le code de la route, la sécurité routière, elle est évolutive. Donc tous les problèmes que l'on rencontre, c'est l'obsolescence du système qui est là et qu'on demande aux autorités vraiment d'en faire un projet, de l'amener à l'Assemblée nationale, d'essayer de le renouveler pour le mettre à jour. D'ailleurs, les Sénégalais ne sont pas habitués à payer ce qu'il faut pour apprendre à conduire. On est au Sénégal, tout le monde sait comment ça se passe. Comme on dirait que Sénégal est un métier qui gagne de l'argent, mais les dépenses sont à peu près au même niveau que les sommes que vous encaissez. Pour être moniteur, il faut avoir les aptitudes pour gérer ses élèves, conseiller les professionnels aux jeunes. Il faut aller auprès des auto-écoles, demander des renseignements. Il y aura des moniteurs professionnels qui sont là-bas et ils vont vous donner des cours de conduite. Et les avocats, le président de la République, les ministres, tous ces gens-là sont passés par des auto-écoles. Donc vous avez une carte d'adresse vraiment bien remplie. Donc il faut avoir un comportement exemplaire, ça c'est la première chose. Mais aussi avoir un niveau d'études conséquent. Ne pas être un universitaire confirmé, on n'en a pas besoin, mais au moins d'être au niveau terminal, de savoir bien parler le français, de savoir manier l'outil informatique, parce que d'ici peu, on va utiliser l'application audiovisuelle du code de la route. En collaboration avec les agents de sécurité, les moniteurs forment de futurs automobilistes et chauffeurs pour qu'ils puissent assurer leur sécurité et celui d'autrui sur la route. D'ailleurs, il est obligatoire pour un moniteur de passer toutes les 7 catégories de permis qui existent au Sénégal avant d'obtenir le diplôme dans ce domaine. Voilà, et merci à Diran Ndiaye qui nous dira si elle a été admise ou pas. Merci à la régie, merci à vous de nous avoir suivis. L'info, ça continue tout de suite avec le JT de la BBC Afrique. Excellente soirée sur la DTV.